Office 365, Bing, Azure, Surface ou bien Teams, il est probable que vous soyez dépendant d'au moins une de ces solutions. Mais comment, après la multitude de procès antitrust, après avoir perdu la bataille des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des mobiles et des stores d'applications, Microsoft, sans faire de bruit, redevient petit à petit l'ogre qu'il était dans les années 2000. Si aujourd'hui je vais vous raconter une partie de l'histoire passionnante de Microsoft, je vais essayer de prendre de la distance avec les discours marketing bien rodés et partager avec vous quelques réflexions et clés d'analyse pour vous aider à prendre du recul pour vos besoins et trajectoires. Pour cela, nous allons analyser l'évolution du modèle stratégique de Microsoft et comprendre comment l'entreprise aujourd'hui devient de plus en plus incontournable et peut-être même plus qu'elle ne l'a jamais été, au prix d'une dépendance de plus en plus forte, la nôtre. À l'apogée de la bulle Internet des années 2000, les 4 plus grandes capitalisations du S&P 500 sont Intel, General Electric, Walmart, Cisco et Microsoft. À cette époque, Bill Gates est depuis plusieurs années l'homme le plus riche du monde. Microsoft s'impose en entreprise et chez les particuliers et déploie ses gammes de solutions dans les ordinateurs, les serveurs et les centres de données. Mais pour comprendre la position de Microsoft à ce moment, il faut revenir en arrière et analyser les besoins des marchés et la stratégie des acteurs technologiques. Au milieu des années 90, la demande informatique s'accélère. Elle commence petit à petit à sortir du cercle des joueurs et des passionnés et se démocratise dans les entreprises pour devenir un enjeu de compétitivité. La croissance du marché devient colossale et les acteurs technologiques se livrent une guerre totale pour capturer les clients, mais aussi pour les empêcher de partir. Et pour cela, la stratégie est simple. Il faut développer des écosystèmes de logiciels, de matériel et de services dont le marché a besoin, mais en prenant bien soin de verrouiller les standards, protocoles et innovations pour rendre les transitions chez la concurrence les plus difficiles possibles. Et les vainqueurs de cette stratégie s'appellent Cisco, HP, Oracle ou Adobe. Mais pour autant, si l'on doit en retenir une seule, c'est sans aucun doute Microsoft qui remportera la première main. Si l'on ne peut pas enlever à Microsoft le fait d'avoir démocratisé des innovations comme la modernisation des interfaces, l'entreprise doit sa courbe de croissance des années 80 aux années 2000 à 2 décisions d'IBM. La première est bien sûr d'avoir choisi MS-DOS, mais surtout d'avoir ouvert le format du PC et permettre à d'autres de créer des ordinateurs compatibles IBM PC. Cette ouverture va accélérer la concurrence, permettre l'émergence d'une multitude de marques d'ordinateurs et la diffusion des composants pour le PC. Et contrairement à Apple et aux autres constructeurs de l'époque, qui développent le hardware et le software, Microsoft construit sa stratégie sur 3 principes. Se concentrer sur le software et miser sur l'innovation des systèmes, occuper le marché des produits grand public mais aussi professionnels, et enfin se concentrer sur la seule plateforme ouverte de l'époque, le PC. Les constructeurs et revendeurs de compatibles PC deviennent alors les VRP des solutions Microsoft et permettent à l'entreprise de pénétrer rapidement le marché, puis d'en devenir le leader. But it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska. La fin de la partie commence à sonner avec la sortie de son premier système d'exploitation véritablement grand public, Windows 95. Windows 95 permet de se débarrasser des lourdeurs et de la complexité du vieux MS-DOS. Le système apporte des innovations comme le multitâche, la gestion multi-utilisateur, une interface totalement repensée et modernisée avec son fameux bouton démarrer. L'OS sera aussi plébiscité par les constructeurs et les éditeurs et la possibilité de créer des applications modernes. Windows devient alors le cheval de Troie de la stratégie de Microsoft et profitera de sa position grandissante pour s'imposer sur la plupart des secteurs du software. Sa suite bureautique Office, parfaitement intégrée et composée des célèbres Word, Excel, PowerPoint et plus tard OneNote et Outlook, lui permettra de s'imposer sur ce marché et deviendra une source de revenus majeure. Pour le développement, Microsoft proposera des outils permettant de coder rapidement, Visual Basic, VBA, VBS, Visual C++, et met à disposition une documentation complète pour les développeurs, MSDN. Sous le capot, l'architecture de Windows se modernise, notamment grâce à l'évolution des technologies basées sur les composants, comme DCOM, COM+, ActiveX. Ils ne vous disent peut-être rien aujourd'hui, mais cette technologie était encore massivement utilisée il y a encore quelques années. Enfin, Microsoft élargira et modernisera ses gammes de logiciels grand public et ses solutions pour l'entreprise. Le tournant sera marqué par la génération Windows 2000 qui proposera les services Active Directory, Terminal Server, 2IS, la gestion des services réseau et la centralisation des postes de travail et des serveurs. Alors bien sûr, tout ça n'est pas parfait, avec un niveau de qualité qui laisse parfois à désirer et une gestion de la sécurité pensant au dernier plan. Mais l'écosystème des solutions de Redmond répond aux attentes et aux besoins du marché comme aucune entreprise et lui permet de s'imposer en quelques années. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Microsoft usera de méthodes parfois obscures pour contrer toute menace qui pourrait remettre en cause de près ou de loin sa domination du marché. Dans la mise en œuvre de sa stratégie centrée sur Windows, Microsoft va prendre toutes les initiatives pour neutraliser tout ce qui s'apparente de près ou de loin à une menace.
À la fin des années 90, quand les usages d'Internet commencent à devenir grand public et se déploient dans les entreprises, Microsoft comprend rapidement qu'une application Internet n'est plus dépendante du système d'exploitation mais du navigateur. À l'époque, le leader des navigateurs web s'appelle Netscape. Et quand Microsoft se lancera dans la bataille avec Internet Explorer, il fera deux choses. D'abord, il intégrera son navigateur sans coût supplémentaire à Windows. Ensuite, il travestira sous prétexte d'innovation les standards du web. Et en quelques années, grâce à Windows, Internet Explorer occupera une part de marché de plus de 90% et éliminera toute alternative en asséchant les sources de revenus des concurrents. En effet, quel intérêt pour un utilisateur d'investir dans un logiciel déjà intégré dans son système ? Enfin, les sites internet seront développés avec les spécificités d'Internet Explorer sans déclinaison respectant les standards du web. Quel intérêt de proposer une version alternative qui touche peu d'utilisateurs et coûte très cher à maintenir ? Ainsi, les sites internet seront principalement compatibles avec Internet Explorer exécuté sur Windows, équipant votre PC. La boucle est bouclée. Et cette stratégie impactera négativement Internet pendant des années. D'autant qu'après sa prise de contrôle du web, Microsoft mettra quasiment à l'arrêt les évolutions de son navigateur. Il faudra attendre plus de 5 ans entre les sorties des versions 6 et 7 d'Internet Explorer, autant dire un siècle à l'échelle d'un cycle technologique, et pour des innovations quasiment nulles. Pour autant, Internet Explorer sera loin d'être une initiative isolée. Microsoft tentera de réitérer l'opération de noyautage avec la technologie Java de Sun. Agnostique aux différents systèmes d'exploitation, il implémentera à sa sauce la JVM et l'intégrera à Windows et Internet Explorer. Heureusement, cela n'affectera pas les applications Java déjà bien implémentées. Et cela se terminera par un procès en faveur de l'indépendance de la technologie de Sun. Les startups du logiciel ou des services web s'appuient très fréquemment sur des logiciels et des composants informatiques open source. Ces socles technologiques sont des opportunités pour tester de nouvelles idées, des innovations à moindre coût et sans repartir de zéro. Mais dans les années 2000, on ne peut pas dire que Microsoft porte Linux et les logiciels libres dans son cœur. Il est en effet difficile de racheter une entreprise ou d'intenter un procès quand le code n'appartient à personne ou plutôt à tout le monde. Et pour Linux, qui se positionne comme une alternative à Windows, même marginalement sur le desktop, Microsoft va pilonner, fustiger, dénigrer le petit pingouin. En 2001, Steve Ballmer, le CEO de l'époque, va même jusqu'à déclarer, je cite, que Linux est un cancer, une solution communiste et que les développeurs violent la propriété intellectuelle. Rien que ça. Ladies and gentlemen, I have a plan! Mais la charge qui aurait pu tout changer viendra de l'entreprise SCO, soutenue financièrement en coulisses par Microsoft. SCO engagera en 2003 une procédure judiciaire contre IBM, puis contre Novell. Elle reprochait d'avoir intégré du code d'Unix dans le noyau Linux et de violer sa propriété intellectuelle. Cette charge glacera la communauté du logiciel libre et ses utilisateurs, car si le procès penche à la faveur de SCO et donc indirectement à Microsoft, cela remettrait en cause la légalité d'utilisation du noyau Linux. There might be a few competitors that are unfortunately eliminated. Oopsie! Au vu du risque juridique, SCO essaiera de convaincre les entreprises qui utilisent Linux à se couvrir en leur faisant payer des licences pour ses brevets Unix. Figé par le risque, Red Hat devra rentrer dans la bataille pour garantir à ses clients que même si SCO gagne, il se portera garant du risque en cas de poursuite. Mais après des années de stupeur, de rebondissement, SCO au bord de la faillite sera finalement débouté et abandonnera ses procédures coûteuses. Oh, behave. En fonction des versions, la suite Office peut coûter pour un seul utilisateur plus de 500 €. Pour Microsoft, ces solutions bureautiques deviennent rapidement une source de revenus importante. Mais dans les années 2000, Sun Microsystems, encore lui, ouvre la voie en lançant le projet OpenOffice, une suite bureautique qui se positionne comme une alternative libre et gratuite. Pour les établissements d'enseignement dont les ressources sont souvent très limitées, c'est une opportunité. Mais Microsoft ne laisse pas faire. Sa stratégie pour garder la main dans le monde de l'éducation consistera à brader sa suite bureautique pour un prix symbolique. Et ainsi former les jeunes utilisateurs à son écosystème de solutions, prêt pour le monde de l'entreprise ou futur client d'Office à la maison. Et pour limiter les velléités des entreprises tentées par les alternatives, Microsoft s'appuie sur des formats et des protocoles fermés. En faisant évoluer la compatibilité au fur et à mesure de la sortie des nouvelles versions, il crée une dynamique d'achat, booste ses ventes et rend très difficile les efforts des concurrents pour rendre leurs solutions compatibles. Et quand le SI d'une organisation tourne grâce à Outlook et Exchange, que votre ERP ne connaît qu'Excel, que vos processus métiers utilisent des centaines de macros, le prix des licences ne pèse finalement pas lourd, surtout au vu de l'effort de transformation, du risque et de la baisse de productivité qui devra être rattrapé sur plusieurs années.
Cela ne s'arrête pas là et je pourrais continuer à développer les contraintes de conformité avec des organismes privés débarquant pour vous contrôler, avec des méthodes de cow-boy, les contrats de licence de plus en plus complexes nécessitant un master en droit ou les augmentations tarifaires massives. Bref, tout n'est pas rose chez Microsoft et ce ne sont pas les amendes des procès et une image dégradée allant parfois jusqu'à s'aliéner une grande partie de ses clients qui feront infléchir une stratégie qui permet d'engranger des milliards. Non, le changement viendra d'ailleurs. Après plusieurs échecs au milieu des années 2000, des menaces tapies dans l'ombre viendront faire trembler sa stratégie centrée sur Windows. En 1997, Steve Jobs revient à la tête de l'entreprise qu'il a fondée. Elle est alors au bord de la faillite. À cette époque, Microsoft ne voit plus vraiment Apple comme un concurrent. Il ira même jusqu'à financer et prendre des parts dans l'entreprise. I happen to have a special guest with me today via satellite downlink, and if we could get him up on the stage right now. Bill Gates n'est pas connu alors pour sa philanthropie, bien au contraire. Il se servira de cette prise de participation pour démontrer au juge du procès antitrust qu'il lui reste encore des concurrents. Et peu après le procès, Microsoft revendra rapidement ses parts dans Apple. Mais pendant ce laps de temps, Apple peut respirer et permettre à Steve Jobs de recentrer la stratégie de l'entreprise sur quelques produits innovants, basés sur sa maîtrise du software et du hardware. iMac, iPod, iTunes, chaque produit fera rêver les utilisateurs d'Apple, ce que Microsoft ne fait plus du tout à cette époque. Ces itérations permettront à Apple de reprendre des couleurs financièrement et de revenir sur le devant de la scène. Et si Microsoft fera des tentatives sur les mêmes gammes, qui se souvient du Zune, c'est bien avec l'iPhone et son App Store qu'Apple va devenir le leader des smartphones et de l'industrie. L'entreprise sera suivie de près par Google qui va s'infiltrer avec Android dans la brèche ouverte. Les leaders du stylet d'antan et du clavier digital comme BlackBerry, Palm et Microsoft commencent à se faire emporter par cette nouvelle vague pour laquelle ils ont beaucoup trop de retard. Mais Apple ne sera pas le seul concurrent à s'imposer face à Microsoft. Dans d'autres domaines, de nouveaux pure players du web émergent, et notamment Google. Après l'éclatement de la bulle Internet, Google ressort comme le moteur de recherche du web. Sobre, porté par des algorithmes de collecte et de recherche efficaces, il transforme la recherche sur Internet et en devient son principal point d'entrée. Entrestant la majorité des flux de recherche ciblés sur Internet, il développe et capte la manne publicitaire d'Internet. Ces flux massifs de cache permettront à Google de développer des services novateurs comme Gmail ou Google Maps. Mais l'innovation des applications web reste difficile avec Internet Explorer, qui n'évolue qu'au gré de la volonté de Microsoft. La conception d'un navigateur indépendant qui respecte les standards devient une priorité pour reprendre le contrôle du web. Et Google soutiendra la première alternative libre crédible à Internet Explorer, Firefox, né des cendres de Netscape. Mais en parallèle, il développera aussi son propre navigateur, Google Chrome. Novateur, véloce avec des cycles d'évolution à très haute fréquence, ils lui permettent d'acquérir rapidement de nouvelles fonctionnalités. Et Chrome deviendra assez vite le navigateur le plus utilisé du monde. Mais Google ne s'arrêtera pas là et complète son offre de services avec Google Calendar, Google Doc, Google Spreadsheet et enfin Google Drive. Petit à petit, la startup de Mountain View met à disposition les briques de Google Workspace qui deviendra rapidement une alternative crédible et plébiscitée à Microsoft Office. La guerre est déclarée. La bataille pour le web ne fait que commencer et Microsoft sortira son énorme carnet de chèques pour ne pas se laisser déborder par ses concurrents. Si l'entreprise reste largement dominante sur le marché du PC, elle commence à avoir des difficultés. Le premier problème concerne le marché du PC qui commence à décliner au profit des smartphones et des tablettes. Sa présence est marginale sur le web face à Google qui capte la majorité des flux publicitaires. La montée du cloud et les services en SaaS commencent à se positionner comme des alternatives plus modernes et plus souples aux solutions traditionnelles. Alors pour rattraper son retard, Microsoft tentera de racheter Yahoo en perte de vitesse avec une offre spectaculaire de plus de 44 milliards de dollars en 2008. Et si finalement le deal n'aboutira pas, il montre que Microsoft a des ambitions sur le marché de la recherche web et de la régie publicitaire. Malgré cela, les investissements et le positionnement frontal de son nouveau moteur de recherche Bing, Microsoft ne parviendra pas à inquiéter Google sur ce marché. Et sur le front des tablettes et des smartphones, c'est pareil. Après la sortie du premier iPhone, Microsoft voit les trains passer sans pouvoir réagir. Cette difficulté est liée à la stratégie qui lui a permis de dominer le marché jusqu'alors, sa stratégie centrée sur Windows. Car Windows est un système conçu pour être exécuté sur des plateformes Intel et utilisé dans un format desktop. Il ne peut donc pas être utilisé pour concurrencer l'iOS d'Apple ou l'Android de Google. Microsoft repart alors d'une feuille blanche et développe Windows Phone. Mais le développement du système ne suffit pas pour percer. Pris entre l'avance d'Apple et son iPhone qui intègre efficacement matériel logiciel, soutenu par une base d'utilisateurs inconditionnelle, et Android qui permet à tout constructeur de smartphone de personnaliser ses terminaux à moindre coût,
Microsoft doit s'associer dans des alliances coûteuses pour permettre à Windows Mobile d'exister sur le marché. Précédant sa chute, cette stratégie sera marquée par le rachat de l'ancien numéro 1 de la téléphonie mobile Nokia pour plus de 5 milliards de dollars en 2013. L'idée est de prendre l'exemple sur la stratégie d'Apple en intégrant le hardware et le software, mais Microsoft a plusieurs coups de retard et ne bénéficie pas de l'image et du pouvoir d'attraction d'Apple auprès de ses utilisateurs. Enfin, le peu d'applications du Windows Store sera le dernier clou du cercueil de Windows Phone entraîné dans une spirale négative. Comme la part de marché est trop faible, les développeurs investissent d'abord dans les plateformes concurrentes et bien plus lucratives. Et comme les utilisateurs veulent les applications, ils se tournent vers les autres terminaux. Et malgré les incitations et les accords divers, l'offre d'applications restera faible et la plateforme ne décollera pas assez aux yeux de l'entreprise. Si Microsoft n'admettra que très tardivement son désinvestissement dans Windows Phone, le peu d'évolution, l'abandon des éditeurs et la baisse progressive des parts de marché laissent peu de doutes et sera marqué par le licenciement massif en 2014 de 18 000 personnes, principalement les anciennes équipes de Nokia. Vu de l'extérieur, il peut paraître étonnant de voir de grandes entreprises s'écrouler malgré leurs ressources et leur cash. On leur reproche assez facilement de ne pas être réactifs et de ne pas pouvoir se transformer face aux nouveaux entrants et aux startups plus agiles. La vérité est que la transformation d'un business model vers un autre peut entraîner un affaiblissement et une cannibalisation de sa propre rentabilité. C'est pour cela qu'il n'est pas rare de voir de grands groupes prendre des participations dans des startups concurrentes, pour ne pas avoir à porter des trajectoires pouvant être autant porteuses que dangereuses. Et on va pas se le cacher, se laisser aussi la possibilité de simplement éliminer la menace. Et même avec de gros moyens et la volonté de se transformer, l'effort est proportionnel à la taille du paquebot. Après avoir tourné la barre, les effets visibles sur la trajectoire prennent du temps. Et la longue liste des anciens leaders qui semblaient intouchables à leur époque et qui se sont pourtant effondrés est là pour nous rappeler la grande difficulté de l'exercice. Pourquoi il ne vire pas? Vous êtes à fond? Oui, monsieur, à fond! Et si Microsoft a continué à engranger les milliards de dollars avec un chiffre d'affaires qui n'a cessé de croître tant sur le marché du PC et du loisir que celui des entreprises, sa marge baisse et il commence à avoir de sérieux problèmes structurels, comme nous l'avons vu précédemment. Pour amorcer des changements profonds et culturels, il est temps de repartir sur de nouvelles bases et de rebooter la machine. Pour amorcer ces changements, Microsoft va désigner après Bill Gates et Steve Ballmer son troisième CEO, Satya Nadella. S'il est un ancien de chez Microsoft, ce qui marque quand on l'écoute pour la première fois, c'est le changement de style. On passe de ça I love this company. Yes! à ça. Technology should make teachers' lives simpler and spark students' creativity, not distract from it. This is a top priority that we are focused on at Microsoft. Satya Nadella était jusqu'en 2011 vice-président de la branche recherche et développement pour les services en ligne, puis président de la division serveurs et outils qui donnera naissance à Azure. On comprend que le monsieur a une vision et une sensibilité particulière sur le marché et la concurrence venant du web. D'autant que ce qui semble évident aujourd'hui ne l'était pas en 2011, où l'on peut retrouver des articles qui s'interrogeaient sur le mouvement de Microsoft dans le web, et si l'entreprise y croyait et en faisait réellement une priorité. Souvenez-vous, Microsoft est une société qui, à partir de son système Windows, vend du logiciel et adresse ses gammes directement ou indirectement aux entreprises et aux particuliers. La croissance se faisait via l'évolution progressive des logiciels et leur vente. La nouvelle stratégie va consister à opérer une bascule progressive de fournisseurs de logiciels vers un modèle basé sur la fourniture de services basés sur le web. Notez bien le terme de bascule progressive. Pour comprendre l'impulsion de cette nouvelle stratégie, revenons sur son leitmotiv. Cloud first, mobile first. Si Microsoft avait déjà commencé à investir dans Azure et Office 365, il fait du cloud une priorité majeure. Pourquoi ? Parce que les services cloud permettent de capter la majorité de la valeur et transformer des flux de revenus ponctuels en flux réguliers, et surtout proportionnels à des usages qui ne cessent de croître. Et si l'on peut se demander si cela ne va pas concurrencer sa base historique de clients principaux et braquer ses partenaires et intégrateurs et revendeurs, l'entreprise sait que cela va prendre du temps. Elle va donc agir prudemment et progressivement en continuant de proposer aux clients les deux modèles en parallèle. Mais pour diriger les besoins vers la cible, Satya Nadella va opérer des changements qui, s'ils n'ont l'air de rien à première vue, vont créer une forte distorsion entre ses gammes de services en cloud et ses produits à la vente. Ces changements se résument dans le first de Cloud First. Au-delà de la communication et du marketing se focalisant sur les nouveaux services, cela se traduit par la décision de prioriser la recherche et le développement dans ces services, Azure et Office 365, et de les décliner dans un second temps dans les applications traditionnelles. Conséquence, les services cloud sont en avance fonctionnellement, évoluent et s'enrichissent toutes les semaines. Ils intègrent un haut niveau de qualité tant dans le soft, les ressources et le service. Et si Microsoft continue de faire évoluer ses logiciels historiques, il faut attendre de plus en plus longtemps pour arriver de nouvelles versions. En retrait fonctionnellement, on sent petit à petit que l'effort principal se concentre ailleurs. Les nouvelles versions déprécient parfois des fonctions utiles, les évolutions sont axées sur la sécurité principalement et l'intégration avec des services Azure
et Microsoft 365. Ainsi, plus Microsoft élargit le bouquet de ses services avec des tarifs d'entrée accessibles et proportionnels à l'usage, et plus il rend l'offre irrésistible. La croissance est alors portée par le plébiscite des nouveaux utilisateurs et par sa base d'entreprise qui cherche des services complets et accessibles en quelques clics. On comprend alors qu'il n'est plus nécessaire pour Microsoft de défendre bec et ongle Windows, mais au contraire de s'ouvrir aux autres plateformes. Dans la nouvelle stratégie de Microsoft, on remarque tout de suite qu'il n'y a aucune mention de Windows. La raison en est très simple. Partant du constat que la croissance n'était plus sur Windows, Microsoft décide de venir là où sont les utilisateurs, principalement sur le web, macOS, iOS et Android. Cela se décline par la disponibilité des applications et des services Microsoft et notamment Office 365 sur toutes ces plateformes, alors que jusqu'alors elles étaient principalement réservées aux OS de Microsoft. Les Lumia et autres Windows Phone ont déjà un pied dans la tombe. Developer First aurait pu faire partie du slogan. Microsoft prend conscience que l'un des facteurs de l'échec de Windows Mobile et de Windows 8 est lié au manque d'applications et au peu d'attractivité de ces plateformes. Les développeurs préfèrent se tourner vers les stores en croissance des plateformes Android et iPhone et les développements d'applications web. La baisse d'intérêt s'explique aussi par la mauvaise image de Microsoft et son comportement hostile pour les systèmes libres utilisés massivement pour coder. Mais en s'affranchissant de sa stratégie centrée sur Windows, Microsoft a les mains libres pour faire un demi-tour encore inimaginable il y a encore quelques années. Il ne s'agit plus de dénigrer Linux et l'écosystème libre, mais de l'intégrer d'abord silencieusement dans sa stratégie. Et cela jusqu'en 2015 où Satya Nadella présentera une slide affichant que Microsoft aime Linux. Et pour ceux qui ont traversé l'évolution de l'IT depuis les années 2000, c'est un peu comme si Greenpeace affichait son soutien pour Total. Si la contribution de l'entreprise dans les logiciels libres ne commence pas à cette époque, en affichant cela, il fait passer le message qu'Azure n'est pas une plateforme réservée uniquement au système Microsoft et se positionne pour concurrencer l'AWS d'Amazon. Ainsi, quels que soient vos besoins ou choix technologiques, de la base de données au serveur web, vous pouvez les développer sur Azure. Et pour convaincre les développeurs, il faut aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Microsoft développe alors de nouveaux outils libres comme Visual Studio Code, fait évoluer son idée historique, Visual Studio, en proposant des versions gratuites et bien sûr intégrées dans l'écosystème d'Azure. Mais ce n'est pas fini. L'entreprise va faire des pas encore plus spectaculaires comme publier la plateforme .NET sous licence libre, intégrer Linux dans le cœur de Windows avec WSL, intégrer OpenSSH, tuer Internet Explorer et le remplacer par une version de Edge basée sur Chromium. La liste des contributions dans l'open source devient très conséquente et va faire de Microsoft l'un des principaux contributeurs. Mais le monde du développement va recommencer à trembler en 2018 quand Microsoft annoncera l'acquisition de la plateforme de développement collaborative numéro 1, GitHub, pour 7,5 milliards de dollars. Grâce à sa base d'utilisateurs, particuliers et ses clients d'entreprise, Microsoft devient un leader du cloud, du SaaS et un acteur incontournable dans le développement. Microsoft est plus puissante que jamais et contrairement au cycle précédent, plébiscité par ses utilisateurs. Mais je ne pouvais pas finir cette analyse sans aborder les opérations de croissance externe et de participation. Car Microsoft ne va pas uniquement mobiliser son trésor de guerre pour acquérir GitHub. Vous vous souvenez, en 2010, Microsoft est à la ramasse face aux GAFA, Amazon dans le cloud, Google sur les moteurs de recherche, Apple dans le mobile, mais aussi Facebook sur les réseaux sociaux. Et dans ce dernier secteur, si Microsoft est resté dans l'ombre jusque-là, il va racheter pour plus de 26 milliards de dollars le pendant de Facebook pour les entreprises, LinkedIn. Et si le chèque peut sembler énorme, Microsoft en a largement les moyens, et le potentiel de LinkedIn, tant en termes de data que de services et de débouchés, donne juste le vertige. Mais Microsoft va aller encore plus loin, et pour comprendre, il faut se raccrocher à une actualité plus immédiate. Il s'agit bien sûr de nouveaux partenariats de plusieurs milliards de dollars, qui permet à Microsoft d'intégrer les technologies d'OpenAI en exclusivité dans ses produits. Je vous avais partagé dans ma newsletter de décembre dernier mon opinion sur le potentiel des intelligences artificielles et notamment celle basée sur les modèles de langage comme ChatGPT. Si je m'interrogeais, comme cela a été beaucoup décrit dans la presse, sur l'apport pour les utilisateurs finaux autant que sur les conséquences sociales, pour moi les changements les plus profonds et les questions qui vont avec viendraient quand cette technologie pourrait se nourrir des données des entreprises et serait facilement intégrable au système d'information. Mais quel rapport avec Microsoft, me direz-vous? Eh bien, peu après mon billet, Microsoft et OpenAI ont annoncé un partenariat de plusieurs milliards de dollars permettant à Microsoft d'intégrer les technologies d'OpenAI dans tous ses produits. Quant à OpenAI, cela permettra à l'entreprise de s'appuyer sur la puissance de calcul quasiment infinie d'Azure et des services de Microsoft pour entraîner ses modèles de données et assurer sa croissance. Et si en intégrant ChatGPT dans Bing, Microsoft commence à tailler des croupières dans le marché des moteurs de recherche et à donner des sueurs froides à Google, imaginez un acteur de la puissance de Microsoft qui intégrerait ces technologies dans toutes ses applications et dans tous ses services. À titre individuel, vous pouvez au bas mot imaginer un assistant virtuel dopé à l'IA
disponible 24 heures sur 24, qui corrige, rédige, traduit, cherche, vous fait des propositions, des retours. Et ce, dans n'importe quel domaine de la connaissance humaine. Et même ceux de la créativité que l'on pensait il y a encore peu de temps inatteignables pour un programme informatique, comme le dessin, les illustrations, la musique, etc., etc. Mais les enjeux pour les entreprises sont encore plus énormes. Si vous travaillez dans une société même de taille moyenne, vous pouvez mesurer le temps qu'il vous faut pour rechercher une info ou être informé, ou pour rédiger des rapports, des comptes rendus de réunion, etc. Combien de temps passez-vous à trouver et à comprendre le bon processus ou la bonne procédure, à savoir qui s'occupe de quoi? Imaginez ce que pourrait apporter un modèle d'intelligence artificielle entraîné en permanence sur les données d'une entreprise, scrutant les informations de vos concurrents ou de votre secteur. Les gains de productivité seraient colossaux. Pour chaque métier de la connaissance qui utilise les données du SI, tous seront impactés en profondeur par cette nouvelle révolution. Et pour une fois, je pense que le terme de révolution n'est pas galvaudé. Il est probable que nous soyons à l'orée d'un changement qui transforme la société comme l'a fait Internet, avec Microsoft et OpenAI bien placés pour devenir les vendeurs de pelles de ce nouvel Eldorado. Nous l'avons vu, la stratégie menée par Satya Nadella a permis à Microsoft d'être parmi les entreprises les plus puissantes du monde. Mais si l'image de Microsoft s'est considérablement améliorée ces dernières années, est-ce que l'empire a vraiment changé? La crise du Covid nous rappelle qu'il n'est pas loin. Souvenez-vous, quand les entreprises ont adopté massivement le télétravail et que les besoins sont devenus exponentiels, Teams, le logiciel de communication collaborative de Microsoft, a profité de son intégration dans Office 365 pour passer d'une position de challenger avec 10 millions d'utilisateurs actifs à une position de leader balayant toutes les alternatives comme Webex ou Slack, du jour au lendemain avec aujourd'hui plus de 270 millions d'utilisateurs. Et que cela soit à cause de la prédominance d'Azure, de la position d'Office 365, les procédures judiciaires pour abus de position dominante reviennent sur le devant de la scène, et si Microsoft a échappé à un démantèlement lors de la première vague de procès aux États-Unis, la plus grande menace de Microsoft dans le futur sera peut-être Microsoft. Avant de conclure, je voudrais préciser que l'idée de cette vidéo n'est pas de vous dissuader ou vous encourager dans l'usage des solutions Microsoft. Je les utilise tant en entreprise qu'à titre personnel ou dans le cadre de ma formation. Mais au-delà des discours marketing, qu'il s'agisse de Microsoft, des GAFA ou d'autres industriels de la tech, il me paraît évident qu'ils priorisent leurs intérêts plutôt que les miens. Et en soi, ce n'est pas un problème. Toutefois, plus un fournisseur d'outils ou de services devient important, plus il me semble indispensable d'analyser et d'en comprendre sa direction. De fait, si l'ensemble des services rendus au vu des coûts et de la dépendance sont pesés et compatibles avec mes besoins ou la stratégie du système d'information en gestion, pas de problème, c'est un choix éclairé. Typiquement, dans sa position actuelle, il est assez prévisible que Microsoft augmente ses tarifs régulièrement. Et plus l'apport fonctionnel sera important, plus les outils seront intégrés, l'usage intensif, plus il sera évidemment difficile de ne pas passer à la caisse. Et cela me permet de finir en abordant une réflexion sur l'intégration des briques d'OpenAI dans l'écosystème de Microsoft que j'ai évoqué précédemment. En nouant son partenariat d'exclusivité avec OpenAI, on se rend compte du potentiel que cela pourrait avoir pour l'ensemble des systèmes d'information. Et si en ayant ouvert la boîte on entrevoit le début de l'histoire, difficile de dire jusqu'où nous irons sur ce chemin. En faisant un peu de prospective, je le vois comme un nouveau modèle de sous-traitance basé sur l'intelligence artificielle, l'AI outsourcing. Et dans la bataille de la compétitivité, Microsoft est en train d'en remodeler les standards en rendant incontournables ses services, mais en nous rendant toujours plus dépendants. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai continué à pousser la réflexion sur ma newsletter que vous pouvez retrouver en vous inscrivant sur mon site simplicité.fr. Toutes les archives sont disponibles. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, salut!